Depuis plusieurs mois, les débats sur le glyphosate perdurent. Entre les partisans d'une interdiction pure et simple et ceux qui considèrent que le glyphosate n'est pas un produit aussi terrible que ce qu'on en dit, il est difficile de faire la part des choses pour déterminer avec exactitude si ce pesticide pose problème. Au cours de certaines de mes vidéos, j'ai pu évoquer l'usage du glyphosate en le présentant comme un produit qui ne serait pas aussi nocif que ce qu'on en dit habituellement. Certains spectateurs ont regretté que je puisse avoir cette posture sur ce sujet. Je tiens donc à revenir sur cette question afin d'expliquer pourquoi je pense ce que je pense à propos du glyphosate. Au-delà de ma position personnelle, il s'agit avant tout d'évoquer la façon dont on détermine la nocivité d'un produit, quels protocoles et procédures sont utilisés et quel rôle joue le fabricant par rapport aux organismes chargés d'évaluer les produits mis sur le marché. Pour savoir l'état actuel de nos connaissances sur un sujet précis, un réflexe efficace consiste à se tourner vers les organismes sanitaires. Ce qui est appréciable avec ces instances, c'est qu'il en existe plusieurs à travers le monde, et comparer leurs conclusions permet de se faire une bonne idée des connaissances que l'on a sur un produit particulier. Parmi ces organismes, l'ECHA et l'EFSA en Europe, la PVMA en Australie, l'EPA en Nouvelle-Zélande, la PMRA au Canada, l'EPA aux États-Unis, l'OFAG et l'OSAV en Suisse, ainsi que la FSC au Japon, concluent tous que le glyphosate n'est pas cancérigène s'il est utilisé selon le mode d'emploi fourni par le fabricant et dans l'optique de ce pourquoi il a été créé. Une conclusion qui est partagée par le JMPR, un groupe d'experts rassemblés par la FAO et l'OMS afin d'étudier la toxicité des pesticides. En opposition à tous ces organismes, vous vous souviendrez sans doute que le CIRC a pourtant classé le glyphosate comme cancérigène probable. Comment expliquer ce décalage ? Eh bien, il s'agit avant tout d'une différence de critères utilisés. L'écrasante majorité des organismes sanitaires ont adopté une approche du point de vue du risque, alors que le CIRC a réalisé une analyse se concentrant sur le danger. Je vous renvoie à ma vidéo numéro 50 pour comprendre en détail la différence entre risque et danger. Pour l'expliquer rapidement ici, le glyphosate est peut-être cancérigène à haute dose, par exemple si vous en buvez un verre par jour. Mais dans le monde réel, jamais personne n'est exposé à de si fortes quantités d'un tel produit. L'analyse du point de vue du risque va prendre en considération l'exposition au glyphosate. Ce n'est pas le rôle du CIRC de déterminer la façon dont on utilise tel ou tel produit ou d'indiquer les mesures à prendre pour minimiser notre exposition. Qu'ils aient adopté une analyse du point de vue du danger est normal et n'est aucunement contradictoire avec le reste des conclusions des autres agences. Malgré le fait qu'il est peu probable que les industriels parviennent à corrompre et influencer les résultats de près de 10 agences sanitaires, qui s'appuient elles-mêmes sur des centaines de recherches réalisées partout à travers le monde, des accusations allant dans ce sens ont pourtant vu le jour ces derniers mois, au travers des Monsanto Papers, mais aussi via une affaire de plagiat. On a en effet reproché à l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, d'avoir purement et simplement copié-collé un rapport fourni directement par Monsanto. En Europe, pour évaluer un pesticide, un État membre est désigné pour prendre en charge la réalisation d'un premier rapport, qui est ensuite soumis à l'EFSA. Dans le cas du glyphosate, c'est l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques qui était en charge du dossier. Le protocole pour réaliser le rapport nécessite que le demandeur de l'autorisation, ici la Glyphosate Task Force, un ensemble de 22 entreprises dont fait partie Monsanto, fournisse un dossier rassemblant des études scientifiques prouvant l'absence de risque du produit qu'ils veulent mettre sur le marché. L'agence en charge du rapport va alors analyser et vérifier toutes les études proposées, modifier si besoin les commentaires du demandeur de l'homologation et ajouter ses propres remarques ainsi que toute étude pertinente qui aurait été omise lors de la constitution du dossier par les industriels. Le rapport final qui sera soumis à l'évaluation de l'EFSA et qu'eux-mêmes valideront s'ils jugent les conclusions satisfaisantes sera donc composé des documents fournis par le demandeur et annotés ou modifiés par l'agence responsable du dossier. Et tout cela est la procédure normale qui est constamment utilisée dans ce genre de cas. Cela n'a rien à voir avec un favoritisme lié à Monsanto ou avec une sombre histoire de corruption. Il s'agit du protocole utilisé pour n'importe quelle entreprise et produit à évaluer. Parler de copier-coller donne l'impression que les agences sanitaires n'ont pas vérifié les données fournies par le demandeur de l'autorisation ou qu'elles n'ont apporté aucune modification au dossier initial, ce qui est tout simplement faux. Les médias auraient pu vous le dire s'ils avaient lu le communiqué de l'EFSA ou de l'Institut fédéral allemand qui indique qu'aucune irrégularité n'a eu lieu lors de l'évaluation du glyphosate. Mais pour avoir confiance en la science, il faut que le processus scientifique soit transparent et sans intervention d'éléments externes. C'est justement ce qu'on reproche à Monsanto qui est accusé d'avoir voulu créer de la confusion dans le milieu scientifique. Monsanto aurait eu recours à la pratique du ghostwriting, c'est-à-dire créer en interne des études tout en faisant croire que ce seraient des chercheurs indépendants qui auraient mené la recherche. Dans le cas des Monsanto Papers et du glyphosate, 4 études sont évoquées. Plusieurs choses sont à noter concernant cette accusation.
Déjà, le terme de ghostwriting n'est pas exact. Monsanto n'a pas rédigé ses études. Pour certaines d'entre elles, des employés ont pu les consulter avant leur publication, y ajouter des modifications et donner leur avis sur ce qu'a produit l'équipe de chercheurs lors de la rédaction des premiers manuscrits. Le cas s'approchant le plus du ghostwriting concerne la proposition faite par un employé d'écrire partiellement en interne un article qui serait ensuite signé par les auteurs ayant pris en charge le reste de l'article. Mais cette proposition n'avait que pour but de permettre à l'entreprise d'économiser de l'argent en accélérant le processus de rédaction, tout en laissant aux auteurs la possibilité de modifier le texte qui leur serait proposé. Ensuite, le lien entre ces études et Monsanto n'est aucunement un secret. Il est explicitement indiqué dans ces articles que Monsanto a financé ces recherches, voire que certains employés ont été d'une grande aide pour la réalisation de l'étude. De même, ce n'est pas parce que Monsanto a pu s'immiscer dans la conception de ces études que les conclusions sont forcément erronées. Rien ne permet de dire que ces recherches auraient débouché sur des conclusions différentes si Monsanto était resté à l'écart. Enfin, nous parlons ici de 4 études sur un total de plus de 700 références scientifiques utilisées dans le rapport de l'EFSA. Autant dire que l'implication de ces études dans les conclusions générales faites par l'EFSA est plus que minime. Monsanto n'est toutefois pas sans reproche dans cette histoire. L'une des études pour laquelle il est avéré que Monsanto a pu influencer la rédaction du texte indique dans sa déclaration de conflit d'intérêts que Monsanto n'a eu accès à aucun manuscrit avant soumission de l'article, ce qui est manifestement faux. Il y a donc bien eu mensonge ici. Et il est regrettable que Monsanto ait eu recours à des pratiques qui viennent fragiliser la confiance que le public peut avoir envers les outils scientifiques. Quant à l'impact environnemental du glyphosate, contrairement à ce qu'on entend généralement, il s'agit d'un des pesticides les moins invasifs qui existent actuellement sur le marché. Interdire le glyphosate amènerait les utilisateurs à se tourner vers des produits plus nocifs pour la faune et la flore, ce qui déboucherait sur une situation contre-productive. En somme, que retenir de cette histoire ? L'ensemble des agences sanitaires du monde concluent à l'absence de risque sanitaire du glyphosate. Le FSA n'a pas copié-collé un dossier fourni par Monsanto, bien que Monsanto se soit effectivement immiscé dans la rédaction d'une étude scientifique et a eu recours à des pratiques contraires à l'éthique. Mais cette intrusion ne remet aucunement en cause les conclusions faites dans le domaine de la science, qui s'appuient sur un éventail d'études tellement grand que Monsanto n'a aucunement la possibilité d'en contrôler les conclusions. Dans tous les cas, sur ces questions, évitez de vous informer au travers de la presse grand public qui ne connaît généralement rien aux démarches scientifiques et allez plutôt voir ce qui se dit directement à la source, c'est-à-dire soit dans les revues spécialisées, soit auprès des agences concernées.